Sur grandfrais.com. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Le point sur l'information, Alice Berthias. Bonjour à tous. Cela pourrait être un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Jour d'annonce pour le président. Il présente ses mesures, ses solutions aux revendications des Gilets jaunes et des réponses issues du grand débat national sur la fiscalité, les retraites ou encore le temps de travail. Il doit s'exprimer à 18h dans une allocution télévisée avant de donner une grande conférence de presse face aux journalistes. Emmanuel Macron qui pourrait également annoncer la suppression de l'ENA, la prestigieuse école de l'administration. Une hypothèse qui ne plaît pas à son prédécesseur François Hollande. Il préconise de maintenir l'ENA tout en démocratisant les recrutements des élèves pour assurer plus de diversité sociale. L'incendie de Notre-Dame de Paris était-il accidentel ? Et c'est à cette question que devront répondre les experts de la police scientifique. Ils commencent leur prélèvement dans la cathédrale pour tenter de comprendre les causes de l'incendie dévastateur, court-circuit ou bien mégot de cigarette. Le tribunal de Tokyo a accepté la demande de libération de Carlos Ghosn, une libération sous caution en échange d'un chèque de 4 millions d'euros. Sauf que le parquet a fait appel de cette décision, ce qui pourrait compliquer la sortie de l'ancien PDG de Renault, toujours accusé de malversation financière. Une poignée de main inédite, celle entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, premier sommet officiel entre les deux hommes à Vladivostok. Outre le dossier nucléaire, les deux dirigeants devraient évoquer le renforcement de leur coopération économique. My Name is Bond, le casting et le nom du prochain opus de James Bond seront dévoilés aujourd'hui. 25e épisode des aventures de l'agent secret 007. Et Daniel Craig incarnera l'espion britannique pour la 5e et sans doute dernière fois. La sortie du long métrage est prévue pour le 8 avril 2020. Il avait tout, la voix, le charisme, les yeux rieurs et le sens du jeu. Le ministre de la Culture, Franck Riester, rend hommage à Jean-Pierre Mariel. L'acteur est mort à 87 ans des suites d'une longue maladie. Il avait disparu des écrans depuis plusieurs années après avoir joué dans plus d'une centaine de films, sans compter le théâtre. Nommé cette fois au César, notamment pour Tous les matins du monde. L'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, lui rend hommage sur Twitter. Il évoque un immense acteur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin de matinée à tous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, on est tous en attente de ce que va dire Emmanuel Macron. Donc c'est toujours compliqué de commenter des choses qui n'ont pas été encore annoncées. Mais en tout cas, qu'en attendez-vous ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Est-ce que le RIC local sera une réponse suffisante pour les Gilets jaunes ? On attend vos réactions. 0826 300 300 également. Le Facebook Live de l'émission. Pour commenter l'actualité, Régis de Castelnau, bonjour, vous êtes avocat, bonjour maître, membre de la rédaction de Causeur, Vue du droit, et puis on vous retrouve également ce soir avec Étienne Chouard dans Jeudi Chouard. Exactement, voilà. J'alterne avec Elisabeth Lévy. Absolument. Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, David Degouille, bonjour, chroniqueur. Bonjour. Vous participez vous aussi à Causeur, magazine d'Elisabeth Très bon Lévy. Magazine. Et vous venez tout juste de publier leur guerre perdue aux éditions du Rocher. Je l'ai reçu hier, donc je ne l'ai pas lu, mais vous passez en revue toute une période de vie politique, 30 ans de vie politique dans un roman, et ça promet d'être passionnant. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Voilà, bonjour. La baronne est de retour pour ceux qui la demandaient. Oui, c'est gentil de me donner un titre. Voilà, je vais commencer moi avec un coup de cœur pour Jean-Pierre Mariel. Je vais peut-être vous faire réagir. Disparition hier de Jean-Pierre Mariel. Il luttait, en tout cas, il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Sa femme, très impliquée d'ailleurs, aux côtés de Véronique de Villèle, de la Fondation pour la maladie d'Alzheimer, et qui se battait pour qu'on parle de cette maladie. Donc c'est pour ça, quand j'entends mort des suites d'une longue maladie, disons les noms des maladies, parce que ça aide les gens qui en sont atteints, les proches, pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Je vous propose qu'on réécoute Jean-Pierre Mariel. Tu sais comment tout ça s'est terminé ? Un gâchis épouvantable. Mes parents avaient une petite bonne, 19 ans, elle arrivait de Bretagne, toute neuve. Elle vous apportait le petit déjeuner au lit le matin ? Et parfaitement. Le piège classique. Les premières chaleurs du printemps. On commence à s'émouvoir sous l'édredon. Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir. Les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux. Ça sent le café, le savon de Marseille. On se confesse ? Voilà, Sophie. Il va en tôle, là, non ? J'attendais ça. C'était un acteur extraordinaire. Quant à la maladie d'Alzheimer, c'est horrible, mais c'est d'autant plus horrible que on ne sait pas la soigner.
Et que pour l'instant, il n'y a pas de piste. Donc, c'est vrai que c'est un peu désespérant, mais que ce qui est important, c'est effectivement de créer des conditions de vie pour ceux qui sont atteints, pour les malades et pour leur entourage. Pour les aidants, les aidants. Mais Jean-Pierre Mariel, effectivement, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est un acteur truculent. Qu'est-ce que ça vous... Oh, ça fait chier, quoi. Donc, il y a une très belle photo où il y a Noiret, Rochefort et lui. Les Grands-Ducs. C'est fini. C'est un monde qui s'est effondré, quoi. Oh là là là. Et c'est vrai que quand on écoute ça aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y en a ras-le-bol de dire on peut plus rien dire, mais force est de constater que cette séquence qu'on vient d'entendre... Et même dans des rôles graves, comme dans Tous les matins du monde, ou l'Émile sur le camp de concentration, de regroupement dans le Sud-Est au début de la Deuxième Guerre mondiale, il était fabuleux, quoi. Oui. David Degouille, ça évoque quoi pour vous, Jean-Pierre Mariel ? C'était mon acteur préféré. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose... il y a une part de ma jeunesse qui s'en va. Figurez-vous que la semaine dernière, j'étais en vacances en Bretagne Sud et j'ai pas pu m'empêcher de faire un détour à Pont-Aven. Donc, j'avais jamais vu Pont-Aven et je ne serais pas allé à Pont-Aven s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Mariel. S'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Mariel, donc vous lui avez rendu d'une certaine manière un hommage... Une semaine avant, voilà, très posthume, voilà, cherchez le mot. Il a fait partie d'un film qui m'avait beaucoup marqué quand je devais avoir 19-20 ans, qui s'appelait un petit film de Édouard Molinaro qui s'appelait L'amour en douce, où il y avait un quatuor formidable avec Emmanuel Béard, Daniel Auteuil, lui-même et Sophie Barzac, je crois. Et c'était vraiment Sophie Barzac. C'était vraiment c'est un quatuor formidable. Moi, je me souviens de ce quatuor-là dans une belle comédie romantique et il était formidable. Puis bien sûr les galettes de Pont-Aven. Mais alors je pense que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on pourrait le faire sans que ça provoque un tollé général, parce que c'est quand même un film qui est truculent, qui est Calmos, formidable, vous avez raison, Calmos. Donc il y a quand même des choses. Ils vont tous en tôle. Je me souviens pas de Calmos. Ah bah si, c'était. On le trouve facilement sur. Sur YouTube, on a les séquences. Quelle est la thématique? Il y en a marre des femmes. Il y en a marre des femmes. Qui se retrouvent et qui. C'est avec Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Bernard Blier, Claude Péplu, vous imaginez Gérard Jugnot, Brigitte Fossé, voilà. J'imagine ce qu'on est des femmes. Misogynie chimiquement pure, quoi. Voilà, c'est pour vous donner deux hommes, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, qui sont exténués par les femmes qui abandonnent tout pour aller s'installer dans un petit village pour vivre une vie heureuse, simple, se refaire une santé. Ils rencontrent un curé truculent, évidemment, Bernard Blier, qui leur rappelle les plaisirs simples de la vie, en particulier la bonne chair. Et Jean-Pierre Mariel, dans ce film-là, est gynécologue. Oui. Et en ouverture du film, il mange des rillettes alors que la dame est déjà installée. Voilà. Ouais. Et les femmes les traquent et sont bien décidées à leur rappeler leur devoir. Donc Mais ce qui est terrible, c'est que les féministes aujourd'hui ont en fait une vengeance contre ça. Et elles expliquent que, parce qu'il y a des excès du féminisme qui sont évidents, mais elles expliquent que c'est pour ce passé-là, elles sont en train de se venger de tout ça, de tout ce qu'on a dit dans ces films, de cette attitude envers les femmes, etc. Et c'est très dommage. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça, mais c'est vrai qu'il y a un politiquement correct. Vous avez vu qu'à Barcelone, il y a une bibliothèque qui a décidé de supprimer le petit chaperon rouge. Non, c'est Blanche-Neige et la Belle au bois dormant, parce que considéré comme il y avait un baiser volé, la Belle au bois dormant. Voilà, et misogyne. Oui, elles n'ont consenti le baiser. Non, mais c'est un sujet sérieux. Il y a un auteur britannique qui avait revisité justement les contes en version féministe. Ça avait donné le film La Compagnie des loups, notamment, de Neil Jordan. Et c'est un sujet très important parce que il y a quelque chose de culturellement très fort, de formatage très fort, et c'est un vrai sujet. Donc vous êtes d'accord avec ça? Je dis pas que je suis d'accord, je dis que ça mérite en tout cas qu'on y réfléchisse. De quoi? Mais est-ce que moi je suis formaté? J'ai lu La Belle au bois dormant. Je suis contre l'interdiction des livres. Je suis contre l'interdiction des livres, ça c'est complètement. Mais par contre, qu'on étudie ce sujet-là et qu'on y travaille, ça c'est un sujet qui est fort intéressant. Foutez la paix aux enfants, Michel, laissez-les lire ce qu'ils disent. Non, mais c'est comme les enfants qu'il faut appeler tous Dominique jusqu'à l'âge de 3 ans pour qu'ils puissent choisir leur sexe, mais on tombe sur la tête. Bon allez, on est en forme. Ou Michel, voilà, ou Claude, voilà. Bon, on est c'est dans le club des 5. Oui, ça, vous savez que là, on est parti. Alors, figurez-vous, je ne sais pas si vous le savez, que le Club des 5 a été réécrit, la nouvelle version, où on a supprimé les passés simples. Jean-Pierre Mariel nous emmène vers des contrées qu'on n'aurait pas imaginées. Mais bon, allez, on va passer à vos coups de gueule, vos coups de cœur. On va commencer peut-être avec... tiens, vous avez l'air en forme. C'est pour embêter Sophie. Voilà, Régis de Castelnau. Oui, je voulais intervenir sur
une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, enfin qui n'a pas été beaucoup traitée, qui est l'annulation par la Cour administrative d'appel de Paris de la procédure de privatisation de l'aéroport de Toulouse. Ouais. C'est-à-dire qu'on apprend que cette privatisation qui a été menée par le ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron a fait l'objet d'une violation grossière de son cahier des charges, c'est-à-dire qu'on a retenu un candidat qui ne pouvait pas être candidat. Et ça a été fait totalement délibérément, il suffit de lire l'arrêt. Donc c'est quand même extraordinaire que on ait choisi, pour la petite histoire, je vais essayer d'être très court, il y avait un consortium avec SNC-Lavalin, société canadienne, et les Chinois qui apportaient l'argent. SNC-Lavalin a compétence. SNC-Lavalin s'est retiré parce qu'il a été pris dans des affaires de corruption, qui gênent beaucoup d'ailleurs Justin Trudeau. Et les Chinois on aurait dû leur dire au revoir. On les a gardés et ce sont eux qui ont eu la privatisation. Depuis, ils n'ont fait aucun investissement. Ils ont siphonné tous les comptes. Ils n'ont fait que des distributions de dividendes de la totalité des bénéfices annuels. Et maintenant, ils l'ont remis en vente. Ouais. C'est un scandale d'État. Un scandale d'État. Comment les gens de Bercy, qui avaient un cahier des charges à respecter, ont-ils pu à ce point le violer pour favoriser ? Ouais. Moi, je pense que le pénal n'est pas loin. Ouais. Alors, je ne sais pas où sont vos sources, parce que je connais mal le dossier, mais quand même, justement, on m'en a parlé au sein d'Éthique il y a quelques jours. Il semblerait qu'on accuse les Chinois totalement à tort, que tout était bien parti, effectivement, sauf cet accident avec les Canadiens. Et il semblerait que, tout d'un coup, parce que ce sont des Chinois, il y ait un vent de révolte qui souffle, alors que d'abord, c'est une concession qui est limitée dans le temps, qu'il faut rappeler qu'il n'y a aucun risque d'aucune sorte, car nous sommes maîtres de la gestion du territoire et du contrôle aux frontières, etc. Et que ils ont au contraire un programme d'investissement assez efficace. Et donc il semblerait qu'il y ait vraiment, il faut être très prudent là-dessus. Non mais attendez, je veux dire, il y a un cahier des charges qui dit que un candidat, il y a toute une série de sélections. Un candidat se présente avec des caractéristiques, il est choisi pour le deuxième tour. Et au deuxième tour, c'est pas le même candidat. Eh ben, on l'écarte. Ouais. Enfin, écoutez, là, c'est de la commande publique toute simple. Et donc là, le problème, c'est alors que les Chinois ensuite aient siphonné, ils viennent de faire voter une délibération par le conseil d'administration qui dit que tous les bénéfices dans les 5 ans qui viennent seront intégralement distribués comme dividendes. Pas de report à nouveau, pas d'investissement. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de le vendre plus cher, les près de 50% qu'ils ont. Non, ceux dont je parle, c'est pas des Chinois. Je parle des gens qui les ont choisis. Ah, d'accord. Illégalement, ce que vient de constater la Cour administrative d'appel. En droit pénal français, ça s'appelle article L432-15 du Code pénal, un détournement de biens publics. Tout simplement, on viole une réglementation pour pouvoir faire un cadeau. Quel est le nom de l'article, pardon, L432-15, détournement de biens publics. Allez, on continue le tour de table. David, vous, votre coup de cœur ? Julien Alaphilippe, qui a fait le doublé hier, Milan-San Remo, un cycliste, Milan-San Remo, Flèche Wallonne, ce qui n'était pas arrivé depuis Jalabert. Puis je crois que le seul qui avait avant Jalabert fait ce doublé Milan-San Remo, Flèche Wallonne, c'était Dimerckx 2 fois. Ouais. Alors je tiens ça de Béatrice Houchard, qui était chez vous, que vous connaissez. Elle est incollable. Donc, il est en train de faire un palmarès sur les classiques incroyable cette année. Il a gagné toutes les premières courses de l'année. C'était quand ? C'était hier, la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne hier. C'est vrai que c'est en semaine, la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne, c'est parce que oui, Milan-San Remo, c'est juste après Paris-Nice. C'est en train de devenir un coureur de classique, c'est incroyable. Et c'est un doublé en fait, parce qu'il a gagné aussi la Flèche Wallonne l'année dernière. Attendez, Jalabert a eu un Milan-San Remo et une Flèche Wallonne. En 95, il a fait le doublé. Le doublé, d'accord. Voilà. Et donc Alaphilippe, 23 ans après, 24 ans après. Voilà, j'aime bien ce tour de table parce que ça permet de parler de sujets divers et variés. Sophie. Oui, Valérie et moi étions assez muettes sur le sujet précédent. Oui. Sophie, moi, pour une fois, n'a rien à dire. Un coup de cœur inquiet. D'abord, j'étais très satisfaite de voir la générosité des Français et ce qu'ils ont pu donner pour Notre-Dame. Mais ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est qu'ils ont préféré donner à des fondations privées plutôt qu'à tout ce qui était mis en place par l'État pour récolter des dons. Et j'aime bien que les Français, tout d'un coup, reprennent un peu confiance dans l'entreprise privée. Ce qui m'a inquiété, en revanche, c'est que si j'ai bien compris, on est en cours en ce moment à Bercy,
Bercy, on est en train d'essayer de récupérer ces dons au sein de l'État, de récupérer les dons qui ont été faits spécifiquement pour ça, pour rénover Notre-Dame. Et je crois qu'on a un problème français majeur. Cet État surpuissant qui, lui seul, sait tout faire, redistribue, etc. C'est un vrai problème et ça fait peut-être une transition avec le sujet suivant, mais j'espère bien que c'est ça qu'on va essayer de réformer un peu en France. Je suis d'accord avec Sophie. Dites donc, je dois être malade. Ouais. Non, elle a entièrement raison, mais le problème, c'est que pourquoi l'État veut récupérer ? Parce que le lendemain de l'incendie, on nous a annoncé qu'on allait reconstruire en 5 ans, ce qui est n'importe quoi. Ensuite, on a nommé un général pour diriger une nouvelle structure, alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Invraisemblable, je suis d'accord. Et on nous annonce aujourd'hui un projet de loi qui sera parsemé de dérogations. C'est-à-dire que Emmanuel Macron se prend pour Laurent le Magnifique. Il y a du mécénat, il y a 1 milliard à dépenser. Pas d'attaque personnelle. Si. Contre Laurent le Magnifique. Pas contre Laurent le Magnifique, ça je suis d'accord. Mais là, attendez, c'est quoi cette histoire ? C'est-à-dire que tout est ramené effectivement à l'État, mais l'État c'est qui ? Pour l'instant, c'est Emmanuel Macron. Donc je veux dire, alors qu'il y a des commissions qui existent, qui sont faites pour ça, les procédures, les sur le patrimoine, etc. Et donc il veut absolument des dérogations pour faire ce qu'il veut. C'est pas vraiment un problème d'étatisme, c'est vraiment un problème de manière dont Emmanuel Macron voit le pouvoir exécutif en ce moment, alors que l'État, c'est les commissions de monuments historiques. Mais absolument. C'est ça. Donc pourquoi créer une nouvelle structure ? Pourquoi le Premier ministre qui lance instantanément, c'est le Premier ministre, l'appel international. Quand vous pensez qu'il a dit on la reconstruira plus belle. Mais on rêve. Plus belle. Non, mais pour que nous soyons d'accord, c'est qu'on a raison. Allez, on se retrouve dans un instant et Michel, vous aurez votre coup de cœur, votre coup de gueule. Je ne le connais pas, Michel Pouzol, dans un instant. À tout de suite. C'est surtout la piote. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio. On est bavard ce matin sur Sud Radio avec vous. 0826 300 300 également sur le Facebook de l'émission. Alors Michel Pouzol, votre coup de gueule. Oui, un coup de gueule aujourd'hui puisqu'il y a un rapport qui vient de sortir révélé par l'ONG World Resource Institute, qui a été un rapport mené par le Global Forest Watch, qui nous annonce qu'aujourd'hui, cette année, 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont été supprimés. C'est la superficie du Nicaragua. C'est la 4e plus mauvaise année en matière de déforestation des forêts tropicales après 2014, 2016, 2017, 2019. Donc ça sera 2018, c'est la 4e année successive. C'est une catastrophe qui dépasse bien au-delà les territoires. Alors ça concerne d'abord le Brésil, l'Indonésie et le Congo, la Colombie, la Bolivie, mais ça dépasse de très très loin ces territoires-là. C'est un problème planétaire. La biodiversité est fondamentale pour nous tous. Ouais. C'est 3,64 millions de forêts tropicales primaires essentielles pour le climat et la biodiversité qui ont été détruites en quelques années. Ouais. C'est l'équivalent de la Belgique. C'est une tragédie qui se passe sous nos yeux. Nous n'y sommes pas tout à fait étrangers puisque en Guyane, il y a des projets, notamment le fameux projet de la Montagne d'Or qui pose les mêmes questions. Je pense qu'il faut qu'on se réveille là-dessus. Il y va de notre avenir à toutes. Oui, c'est vrai. Et c'est terrible. Il faudrait une instance planétaire pour sauver notre planète. C'est plus, il faut arrêter de râler à l'échelon de notre petit hexagone. C'est beaucoup plus grave que ça. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez, je vous interromps, Sophie, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on voit que la France est quand même un des pays qui pollue le moins quand on regarde. Qu'on nous fout une pression de malade et que quand vous voyagez un peu l'étranger, que vous allez en Chine, en Inde et que vous voyez la pollution, c'est à un niveau mondial et global. Évidemment qu'il faut se préoccuper du climat, mais... Oui, mais si la France, par exemple, n'est pas exemplaire en Guyane, comment donner des leçons au Brésil juste à côté ? C'est quand même très compliqué. Oui, mais ce qui est compliqué aussi, j'ai vu, c'est qu'il y a des pays qui dépendent complètement économiquement, qui crèvent la faim et qui dépendent de ça et qui abîment leur pays et la planète pour pas crever de faim. Donc c'est compliqué aussi. C'est pas tout à fait le cas du Brésil. La culture intensive du Brésil, où ils font du soja, des choses comme ça pour l'Occident, enfin pour le gaz, c'est quand même autre chose. David Degouille. Il y a vraiment le problème du libre-échange débridé. C'est pas ça le sujet, je crois. Un peu aussi. Malgré tout, favorise. Allez, avant de passer donc au débat d'Emmanuel Macron de ce soir, je voulais vous faire écouter. Alors, soyons très prudents. Donc, 2 humoristes russes affirment avoir piégé le président de la République française, Emmanuel Macron. Vous savez qu'il y a un nouveau président qui a été élu en Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et donc, ces 2 humoristes
russes ont appelé c'est ce qu'ils affirment, mais ça ressemble quand même bien à la voix d'Emmanuel Macron. Et ils ont échangé avec le président pendant une quinzaine de minutes. Et je vous propose d'écouter un extrait qui devrait, à mon avis, ne pas rester sans conséquences. C'est un moment dont il faut profiter, qu'il faut goûter en famille, avec les amis, et dès demain, la responsabilité vous tombera sur les épaules avec énormément de choses à faire. Donc profitez de ces moments. Merci beaucoup pour votre soutien, Monsieur le Président. Et avec les 73%, je me sens un petit peu comme Poutine, qui a le même score à peu près. Oui, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, à ce stade, le système chez toi est un peu moins bien organisé. Donc ça doit être un peu plus naturel. Tu n'avais pas encore mis tous tes opposants en prison. Voilà. Étonnant, non ? Étonnant. Je vois les mines déconfites. Au secours. Voilà, donc c'est... Alors, oui, bon... Alors, Sophie va défendre Emmanuel Macron. Non, je ne vais pas défendre, j'essaie de... Non, vraiment, en plus, Emmanuel Macron, je suis aussi irritée que beaucoup de nos auditeurs. Il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas, etc. Mais maintenant, il ne peut plus bouger une oreille sans qu'on l'accuse d'avoir une... Là, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle, cela dit, c'était un piège. Et deuxièmement, ce que vous ne savez pas... Mais même un piège, un type que vous ne connaissez pas, à qui vous dites Poutine, c'est un escroc. Comment est-ce qu'il a réussi à avoir le président au téléphone ? D'abord, c'est très intéressant. Donc j'aimerais quand même un peu comprendre au niveau des filtres. Deuxièmement, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Oui, peut-être qu'on va apprendre que c'est un fait, mais ça ressemble quand même. Moi, j'ai écouté. Elle est disponible sur Internet. Mais... Ça dure un quart d'heure. Il lui parle des accords de Minsk. Il lui parle de plein de choses. C'est possible. Mais d'abord, j'aimerais savoir. Je finis juste. J'aimerais savoir comment il est arrivé à avoir cet appel. Et deuxièmement, il y a un truc qui est stupéfiant, c'est que ces chefs d'État qui ont une pression incroyable entre eux. Et j'ai lu pas mal de choses là-dessus. J'en ai vu, j'en ai entendu, etc. Ils font de l'humour. Ils sont au 2e degré. Ils disent des trucs énorme. Ils croient être entre eux. Non mais attendez, j'ai pas dit ça. Ils croient être entre eux. Ils se tutoient, ce qui est assez stupéfiant. Et ils racontent, je veux dire, ils ricanent sur leur pays, sur les sujets sérieux. Macron a cru faire de l'humour. C'est pas neutre de dire au président ukrainien que Poutine met ses opposants en prison. C'était de l'humour quand même. Il a dit il y a quand même. C'était de l'humour. Peut-être du second degré. Non mais c'est vrai, mais c'était du second degré. Je ne le défends pas, mais c'est du second degré. Il y a un côté gamin qui s'amuse. Oui. Mais le problème, il est là. C'est pas méchant. Je suis d'accord. Il tutoie. Déjà, il tutoie. Oui, c'est ça. Un type qu'il ne connaît pas. Hein, il n'a jamais vu, Mais non, mais il l'a jamais vu. Si, il croit s'être vu. Et c'est une vanne qu'il lance. C'est une vanne. Il a mis tous ses opposants en prison. Il n'y croit pas lui-même parce qu'il n'est pas, il n'est pas idiot. Enfin, des fois, on se pose la question. Mais là, c'est le gamin qui est dans la cour d'école, quoi. Mais sors-en. David Degaule. Si c'est effectivement confirmé que c'est lui, à peu près quelques heures de sa conférence de presse, ça tombe très très mal. Et puis alors il y a autre chose qui pose problème qu'on n'a pas abordé jusque là, c'est que normalement à l'Élysée il y a des filtres qui vérifient. Et aujourd'hui ce type n'est plus entouré quoi. C'est comment il y a déjà plein de gens qui sont au niveau de l'Élysée qui est incroyable. Ça on l'a vu des mois. Par Émilien surnommé le Zorglum, je pense pas que ça aurait été meilleur. Alors Michel Bouzon, Michel n'a pas parlé. Ce que je dois dire là-dessus, moi, c'est le fond des propos. En tout cas, alors s'ils sont tenus par le président de la République, pour moi c'est à peu près aussi irresponsable que l'ancien président de la République quand il parlait des opérations pour éliminer les opposants à l'étranger, enfin devant des journalistes. Je ne comprends pas comment on peut se laisser griser comme ça par le. C'est pas grisé, je crois qu'ils sont. Mais, en tout cas, si jamais ces choses-là, ces propos étaient avérés, l'Élysée pour l'instant ne réagit pas, ne dément pas, ne montre pas que non, c'est un scandale, c'est pas nous. Donc déjà, c'est quand même un vrai malaise. Mais on rentrerait quand même dans une crise diplomatique importante. Avec Vladimir Poutine. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Oh là là, faut faire la police ici. Allez, à tout de suite.